Les derniers Jedi, The Last les jeudis en anglais. Donc je suis perdu dans cet univers Star Wars. Rian Johnson a en quelque part foutu la merde. Mark Hamill est choqué, mais nous aussi en tant que fans, on est perdus. Et bonjour les geekos, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Day of the Geek, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, effectivement. Et qui nous avons aujourd'hui à côté de moi? Nous avons le très cher Mathieu. Mathieu, bienvenue à toi sur la chaîne Day of the Geek. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais ici? Je crois savoir que tu es en stage dans le studio. Exactement, je suis en 3e et je fais un stage d'observation avec ce monsieur. Voilà, et donc il m'a invité sur sa vidéo Star Wars. Comme le dit si bien Mathieu, on est là aujourd'hui réunis pour une petite vidéo dédiée à Star Wars. Pourquoi ça? Eh bien parce que nous avons été voir le fameux Star Wars épisode 8, dénommé The Last Jedi, les derniers Jedi. Qui est sorti en France le 13 décembre, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si c'est une sortie internationale ou si c'est juste national. On ira vérifier. Voilà. Attention les petits gars, la mission d'aujourd'hui, on doit se frayer un chemin sur le croiseur impérial jusqu'à l'appartement de Kylo Ren. Il faut suivre un corridor d'à peu près 10 km entre les tourelles, éviter les tirs, et à ce moment-là, au dernier moment, à la dernière minute, il faut qu'on lui explose sa grande gueule à Kylo Ren. C'est bien compris les gars? Ouais! Un film réalisé par Rian Johnson, produit par les studios Disney et J.J. Abrams. Et donc on s'est réunis pour en parler, pour faire notre petite review de ce film. À la fin de la vidéo, vous saurez si nous avons aimé ce film ou pas. Voilà, ce que nous en avons pensé. Bon après c'est des avis personnels, hein, vous êtes libre de pas être d'accord avec nous. Moi je vais pas, c'est pas parce que vous allez pas aimer ma vidéo que je vais vous bannir de ma chaîne, c'est impossible. Mais ils aimeront forcément ta vidéo. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même des fans de Star Wars, de l'univers de Star Wars, et c'est quand même important. Enfin, moi, ça me tient à cœur quand même que l'univers de Star Wars soit respecté un minimum, que les personnages aussi, qu'ils soient pas trop malmenés, ou que c'est surtout par rapport à une notion de le respect de la première trilogie qui moi m'a marqué depuis tout petit. Voilà. Donc à partir de là, si la suite, les épisodes suivants n'ont pas respecté cette charte, j'aime autant vous dire que je vais être déçu et que on va arrêter la vidéo là directement. Allez les amis, c'est parti pour cette review dessinée de Star Wars épisode 8. Cet épisode 8 est donc réalisé par Rian Johnson. Et il y a déjà un truc qui m'a surpris à la fin du film, et dans les génériques de manière générale, c'est que le nom du réalisateur n'apparaît quasiment pas dans le film. Donc on a été obligé d'aller voir sur internet pour savoir qui était le réalisateur du film. Donc ça c'est quand même un peu bizarre. Ton avis par rapport à Là il veut être anonyme, il a volé les droits d'auteur. Alors moi je pense, d'après ce que j'ai vu sur internet, il est prévu que J.J. Abrams réalise le 9. Je sais plus qui a réalisé le 7, si c'est Abrams ou si c'est un autre réalisateur. Mais en gros, c'est J.J. Abrams qui a repris la production, la ligne directrice générale de ces nouveaux épisodes. Et d'après ce que j'ai compris, il semble qu'il voulait un peu se débarrasser du bébé de l'épisode 8, où il pensait qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire et que c'était un épisode de transition, pour pouvoir se réserver l'épisode 9 et là se donner un peu la liberté de pouvoir conclure de manière magistrale cette trilogie. Ouais. Et donc en fait il laissait le maximum de risques à Rian Johnson sur ce projet-là. Donc c'est Rian Johnson qui a écrit le scénario, qu'il a coécrit avec Amy Fisher qui joue la princesse Leia, puisqu'elle est aussi script doctor maintenant
pour Hollywood. D'ailleurs, Rian Johnson a dit à plusieurs reprises dans des interviews que Amy Fisher l'avait beaucoup aidé sur l'écriture du scénario pour essayer de respecter un maximum l'univers, l'esprit de Star Wars. Après, je sais pas si c'est réussi, mais on en parlera tout à l'heure. Le budget du film, j'ai eu du mal à trouver exactement le budget du film. Alors je sais pas si c'est une volonté de la part de la production, de la part des studios Disney, mais grosso modo, on sait que le budget global d'un film de Star Wars tourne autour d'environ 200 millions de dollars. Donc c'est quand même le haut du panier. Et puis surtout, il y a une grosse campagne marketing à chaque fois qui accompagne la sortie des films. Ces films-là sont toujours programmés pour les fêtes ou à des moments marquants de l'année, donc c'est quasiment impossible d'échapper à l'univers Star Wars, à la campagne de com Star Wars. Star Wars est partout. From Kenner's Star Wars, The Empire Strikes Back Collection, Millennium Falcon that you put together, batteries not included. Nice landing, Han Solo. Uh-oh, come on, Chewbacca. Stormtroopers are coming. Action figures each sold separately. Got him on radar. I'll fire the laser cannon. There's even a hidden storage hatch. Raise for takeoff. To light speed. We're gone. On to the Death Star. Millennium Falcon from Kenner's Star Wars, The Empire Strikes Back Collection. Action figures. Voilà, vous allez au bureau de poste, vous avez Star Wars possède tout, vous allez au garage, vous avez Renault Star Wars. En Irlande. Voilà. Oui, d'ailleurs, on a vu une pub. Tiens, tu peux en parler ? On a vu une pub avant la projection du film. Ouais. Donc une pub de tourisme pour l'Irlande et à la fin, Star Wars, promotion pour Star Wars dans le générique. Voilà. Et pourquoi on a vu cette pub en Irlande ? Une partie du film, donc l'île de Luke Skywalker, a été filmée en Irlande. Effectivement, il y a certaines scènes qui ont été filmées en Irlande, après dans d'autres pays, on y reviendra tout à l'heure. Bon, ça après, on l'a vu parce on est resté jusqu'à la fin du générique. C'est toujours un moment important parce que ça permet d'apprendre des petites choses intéressantes sur le film. Rassurez-vous, ne soyez pas inquiets, on ne va pas vous spoiler tout de suite. J'indiquerai dans la description de la vidéo à quel moment le spoil commencera, donc on va faire une première partie no spoil et la deuxième partie sera avec spoil où là on pourra vraiment se lâcher, dire tout ce qu'on pense. On va essayer de faire une première partie assez généraliste et pour expliquer un peu le sens, les enjeux du film. Et d'ailleurs j'étais assez déçu par le synopsis du film qu'on peut retrouver sur des sites comme Allociné, qui est vraiment hyper générique et qui pourrait passer pour n'importe quel film, pour l'épisode 7, pour l'épisode 8, épisode 9, épisode 6. C'est nous sommes dans l'univers Star Wars, dans la guerre des étoiles, nos héros doivent lutter contre les forces de l'Empire, ce sont des forces rebelles. Voilà. En général, c'est toujours le même synopsis qui sort. Ah mais ça marche, en même temps ça marche. On est allé voir le film en 3D, dans une salle 3D. Quelles ont été tes premières impressions de toi quand tu es sorti du film ? Par rapport à la 3D ? Par rapport au film en général, à la technologie 3D, est-ce que ça a apporté un plus ? Ouais, pour certains paysages, la 3D apportait un côté sympa. Et sinon, au niveau du film, le scénario, il est un peu léger. Parce que pour moi, faire une suite en 3 épisodes, c'est compliqué de faire un scénario complet dans un seul. Mais sinon, en soi, le film, c'est le genre de film que j'aime bien. Donc, je suis pas non plus complètement déçu, mais un scénario plus complet, ouais, ça aurait été bien. T'es plus science-fiction, fantastique en général ? Science-fiction, fantastique. D'accord. T'avais déjà vu tous les autres épisodes ? Ouais. Moi, il n'y a que l'épisode 7 que je n'ai pas vu. Et en fait, j'ai décroché après l'épisode avec Jar Jar Binks, en fait, qui m'a pourri tout l'univers Star Wars. Donc après, j'ai vu des bribes, des extraits. J'ai jamais pu voir un film, les nouveaux épisodes en entier. Parce que j'arrivais pas à accrocher sur le personnage d'Anakin Skywalker, j'arrivais pas à accrocher sur tout le scénario autour de la République, etc.
Donc j'ai regardé juste les parties qui m'intéressaient, la phase de combat, la bataille générale avec les Jedi, tout ça, enfin voilà. Je n'ai gardé que les parties qui m'intéressaient, et c'est dommage. C'est dommage d'avoir été obligé de sortir un peu de l'univers, de me détacher un peu par rapport à des éléments 3D qui n'étaient pas au rendez-vous, qui m'avaient déçu, comme par exemple le personnage de Jar Jar Binks, qui là vraiment faisait une tâche quoi, dans l'univers Star Wars, et ça apportait une touche comique qui cassait tout quoi. Et puis après sur la partie scénaristique, la partie République, la partie phase rencontre amoureuse entre la princesse et le Anakin, où on perd énormément de temps, etc. Donc voilà, dommage. Bon. Et là, du coup, c'était l'occasion de revenir, de remettre un pied dans l'univers Star Wars par le biais de cet épisode 8. Alors, c'est vrai que quelque part, c'est un beau spectacle. Hein. Oui. La première impression, quand on est sorti de là, on avait l'impression d'avoir passé un bon moment. C'est le cas. Il y a des belles images, la 3D est plutôt bien réussie. À part sur certaines séquences d'action dans la bataille, il y a une bataille dans les étoiles, avec les vaisseaux où ça bouge beaucoup, c'est assez confus, et du coup la 3D c'est un petit peu flou, ouais. Donc on a du mal vraiment à suivre un petit peu, mais la 3D permet de faire ressortir les paysages, il y a des paysages assez majestueux en fonction des scènes, des séquences, des planètes, et sinon sur les plans un peu plus en intérieur, la 3D n'apporte pas vraiment grand chose. On la voyait pas beaucoup. Non. Il faut savoir que l'épisode 8, The Last Jedi, est le film le plus long de la saga Star Wars. Il dure à peu près 2h30. Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que c'est un mauvais signe? Je sais pas. Les fans le diront. Les premiers retours de projection nous le diront. En tout cas, pour l'instant, au niveau du box-office, au niveau des entrées, il a l'air de bien marcher. Enfin, il fait le minimum syndical, on va dire. Hein. Aujourd'hui, on est le 21 décembre. Le film a déjà fait 600 millions de dollars de recettes. Ah ouais. Donc, ça avance pas mal, quoi. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans ce film, sans trop spoiler, le film commence avec une bataille spatiale. Voilà. Donc on est dans la flotte, parmi les vaisseaux de la flotte impériale, le Nouvel Ordre. Je fais une erreur. Et d'ailleurs, c'est le Premier Ordre. Ça me permettra de revenir plus tard sur mon idée générale par rapport au film. C'est-à-dire que ce Premier Ordre remplace un peu l'Empire. Enfin, c'est la suite logique de l'Empire. Donc on est parmi la flotte des vaisseaux du Premier Ordre, qui est dirigé par le satanique, le malfaisant, l'ineffable Snoke, qui a un peu une tête d'extraterrestre. Et donc il y a des vaisseaux rebelles qui viennent attaquer la flotte du Premier Ordre. Voilà. Donc c'est les résistants à ce Premier Ordre qui essayent d'imposer sa loi à toute la galaxie. Le Premier Ordre va se défendre et va décider de contre-attaquer et donc de poursuivre les rebelles à travers la galaxie. Sauf que les rebelles n'ont pas la même puissance de feu que le Premier Ordre, donc ils vont essayer de se défendre, et donc ils vont faire que se défendre pendant tout le film, et donc ils vont essayer de trouver des solutions, des échappatoires, pour essayer d'échapper au Premier Ordre qui est à leur trousse. Donc on n'en dira pas plus par rapport à ça. Parallèlement à cet affrontement entre Premier Ordre et rebelles, les rebelles qui sont dirigés justement par la princesse Leia, ouais, qui est à la retraite, on va dire. Oui, parce qu'on a sorti les personnages historiques, hein, on les a sortis des tiroirs. Ah ouais. Donc c'est l'amiral Leia, maintenant. Ouais. Et parallèlement à tout cette histoire, on avait Rey, l'héroïne, qui était déjà partie dans l'épisode 7 sur une planète pour retrouver Luke Skywalker, qui est lui aussi en maison de retraite, et pour essayer de le faire revenir parmi les rebelles pour les aider à reprendre le dessus sur le Premier Ordre grâce à la force.
puisque Luke Skywalker est le dernier représentant de la galaxie, de la Force. Rey est parti le voir, pour le retrouver pour essayer de lui faire reprendre ses esprits et le faire revenir avec la Force pour renforcer pour rejoindre les rangs des rebelles et les aider à gagner face au Premier Ordre. Voilà, je pense qu'on va pas en dire plus par rapport à l'histoire. Ah, la journée de merde là, putain. C'était pas la bonne journée pour partir à la chasse au Kylo Ren. J'ai jamais vu autant de chasseurs la même journée, quoi. Ah, on en a perdu un. On a perdu Delta 4, les gars. Allez, on continue. Tenez bon, accrochez-vous. On va la voir. Bah écoute, dans l'ensemble, moi je dirais qu'il y a quand même des belles images. Il y a des beaux décors. L'univers Star Wars, il est là. Hein. C'est ça. C'est l'espace. Voilà, on retrouve le Faucon Millenium, on retrouve Chewbacca. Il y a un X-Wing aussi. Ouais, voilà. On retrouve R2-D2 un peu. Bon, Chewbacca et R2-D2, on les voit pas énormément. Il y a très peu de plans. Et d'ailleurs, on aurait pu les voir un peu plus. Mais ils sont là. Bon, voilà, c'est le minimum syndical, encore une fois, on va dire. Qu'est-ce que t'as pensé des personnages, toi? Parce qu'on retrouve... Les nouveaux ou Les nouveaux, ouais. Ouais, les nouveaux personnages, ils restent dans l'univers Star Wars. Ils en sortent pas trop. Ils ont des caractères différents, mais c'est pas exceptionnel non plus, quoi. C'est générique. Bon, c'est toujours les mêmes personnages de l'épisode 7. Ouais. Donc on a Finn, on a Poe, le pilote, enfin le capitaine ou le commandant. On a Rey. Les autres, je connais pas bien. On a le personnage de Kylo Ren, qui est Ben Solo, qui d'ailleurs, dans cet épisode 8, en fait, semble abandonner définitivement son casque. Ouais. Pour montrer son vrai visage. Je préférais avec le masque, parce qu'il il est pas super charismatique au niveau du visage. Là, je trouve qu'il a un visage d'adolescent. C'est le cas. Le personnage de Phasma aussi est intéressant. Ouais. C'est dommage qu'on la voie pas. Ouais, elle a sa séquence, on va dire. Elle a sa scène. C'est ça. Son heure de gloire. On a des vaisseaux du Premier Ordre qui sont vraiment super imposants, quoi. On a le vaisseau énorme de Snoke, de l'Empereur. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Hein. Ouais. Grosso modo, on est d'accord pour dire qu'il y a quand même un petit problème au niveau du scénario, qui est quand même assez simpliste, on va dire. Il est vide. On sort pas vraiment des sentiers battus, ça n'apporte rien de nouveau, on va dire. Après, si ça laisse place à un épisode exceptionnel, un épisode de conclusion, pourquoi pas, si mais ça pose un décor. Ouais. Après, je trouve que ça... Le scénario ferme quand même pas mal de portes, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans des choses, on est parti dans des directions, et après avoir digéré le film, moi j'ai l'impression qu'il manque des choses, quoi, et après ça va être difficile à rattraper. Puis il y a pas mal d'incohérences scénaristiques. Ouais. Il y a beaucoup d'incohérences. On en a vu quelques-unes à la sortie du film. On en a discuté, et il y en a eu d'autres après auxquelles j'ai repensé après coup. Mais en fait, c'est parce qu'on était immergé dans le film au début. Et c'est un peu le rôle des effets spéciaux, c'est un peu de brouiller les pistes, j'ai l'impression. C'est-à-dire que là, quand vous allez voir un film comme ça, vous êtes immergé complètement dans les effets spéciaux, vous êtes inondé d'images. C'est avec la 3D là. Voilà. Et c'est un peu comme de la magie, c'est-à-dire que les effets spéciaux sont là un peu pour faire de la diversion, pour vous faire diversion par rapport aux choses importantes, pour vous faire manquer l'essentiel. Et là, on voit bien que c'était un peu pour masquer peut-être les lacunes du scénario ou les incohérences du scénario. Et on se retrouve au final avec un scénario qui manque vraiment d'enjeu, d'ampleur, quoi. On a un scénario assez basique. Ouais. C'est-à-dire des personnages qui vont d'un point A à un point B, et ainsi de suite. Après, d'autres personnages qui vont encore d'un point A à un point B, et c'est toujours la même chose, quoi. C'est pas digne de la première trilogie de Star Wars. Et il y a un truc aussi par rapport au déroulement du scénario qui est assez bizarre, qui est assez unique par rapport aux autres films de la saga. Et on en parlait aussi, on a l'impression que cette histoire-là, cet épisode se déroule sur une journée en fait. Sur une journée de 24 heures. Alors que tous les autres épisodes, il y avait toujours des transitions, avec un balayage très particulier à l'univers Star Wars,
enfin des transitions particulières et qui faisaient que on avait l'impression qu'il y avait du temps qui s'écoulait, quoi. Il y avait le scénario d'un épisode se déroulait sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Le temps que les gens voyagent d'une planète à une autre ou qu'il y ait des éléments de scénario, des séquences qui se dénouent, quoi, des problèmes qui se dénouent. Là, on est vraiment typiquement on a l'impression que du début jusqu'à la fin du film, on a l'impression que tout s'est déroulé en une journée, que ça s'est déroulé très vite. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de décors, il y en a 3-4, mais il y a une planète, non 2, et sinon c'est l'espace. Et après, des scènes d'intérieur dans les vaisseaux. Ce découpage scénaristique, j'ai l'impression que ça fait très similaire à un scénario de série. Ouais. Parce que où on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui avance dans un épisode, et on reste quand on est dans un épisode de série, de télé, on reste dans très peu de décors différents. On est toujours on a planté le décor sur un lieu précis ou principal, et donc on se limite ça. Et au niveau du déroulement de l'histoire, souvent un épisode il est limité à une journée ou un truc comme ça, donc on a vraiment cette impression d'être un peu dans un format de scénario un peu comme dans une série télé, quoi. Je sais pas si c'est une volonté à la part du réalisateur, du scénariste, si c'était de se calquer sur un mode scénaristique en mode série télé, puisqu'il y a beaucoup aujourd'hui de séries télé qui cartonnent sur Internet, sur Netflix, tout ça, avec des séries comme Walking Dead, Game of Thrones, et là, moi j'ai eu cette impression-là d'être vraiment dans le même mode qu'une série télé, comme si on voulait se calquer sur un mode scénaristique qui marche aujourd'hui, qui marche mieux que le cinéma, quoi. Le mode scénaristique de la série télé semble fonctionner le mieux parce qu'il attire beaucoup de monde. Donc on veut faire la même chose que la série télé, mais l'apporter au cinéma. Je ne sais pas si c'est très positif, si ça apporte quelque chose de valorisant à l'univers Star Wars dans cet épisode-là. Puis c'est une volonté du réalisateur, c'est dommage parce que ils nous ont promis une trilogie. Là on est au 2e épisode, donc il n'en reste plus qu'un. Pour reconstruire quelque chose, après il faut bétonner. Et une série, c'est sur plusieurs saisons, une trentaine d'épisodes dans une saison, tout ça, là, non. Donc et puis c'est pas propre à l'univers Star Wars. Ça peut donner l'impression aussi d'un manque d'ampleur à l'univers. Puisque du coup, on a des limites au niveau du déroulement de l'histoire. Donc on se fixe des limites, donc automatiquement, le scénario perd en ampleur. Donc c'est un petit peu dommage de partir dans cette direction-là. Après, je comprends qu'il y a des choix artistiques, mais peut-être que c'était la nouveauté qu'ils voulaient apporter par rapport à tout ce qui avait déjà été fait. Il faut se dire aussi que c'est The Last Jedi, l'épisode 8. Donc attention, le parti pris du réalisateur, j'ai l'impression, d'après tout ce qui s'est fait dans l'histoire, j'ai l'impression qu'on a voulu tirer un trait sur tout ce qui s'était passé avant dans les épisodes précédents, surtout la première trilogie. Et vouloir se détacher du passé, partir sur de nouvelles choses, et je sais pas si c'est judicieux, parce que du coup il prend énormément de risques et automatiquement il fait des erreurs aussi, donc d'où les incohérences de scénario. Donc c'est très compliqué. C'est un peu mal fait. Ouais, c'est ce qui peut faire aussi qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars qui sont mitigés sur les premiers retours de ce film-là, quoi. Encore le set, il était bien construit. On attendait vraiment une suite, tout ça, mais on a la suite dans l'épisode 8, mais c'est pas excellent, c'est juste la suite, quoi. Au niveau lumière, il y a un truc aussi qui m'a gêné, c'est la première partie qui est dédiée à Luke Skywalker, donc sur la planète où il est. Moi j'ai trouvé que cette partie-là était très sombre, alors je sais pas si c'était mal éclairé ou si c'était volontaire ou si c'était pas volontaire, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très sombre, très mal éclairé. C'est peut-être les lunettes, elles sont... Peut-être. Parce que moi quand ça m'a fait pareil, des fois j'enlevais les lunettes et c'était plus clair. Mais après j'ai remarqué qu'il y avait sur internet, d'après certains commentaires, il y avait d'autres personnes qui l'avaient remarqué aussi. Donc je sais pas si c'est voulu ou pas.
c'est en rupture avec ce qui s'était fait avant, parce qu'on était sur des épisodes, une aventure qui est très lumineuse, avec la force, tout ça, la lumière. Et là, on est vraiment sur une partie qui est très obscure. Mais après la deuxième partie, on revient sur un univers plus lumineux, puisqu'il y a beaucoup plus de couleurs, etc. Alors, est-ce que c'est un choix du réalisateur de vouloir montrer ce cheminement du côté obscur, et puis après finir vers la lumière? Parce que quand même, dans cette histoire, on suit quand même Rey, qui est le personnage principal, qui est dans cette phase de cheminement toujours, ce voyage initiatique, un peu comme Luke Skywalker quand il était à ses débuts, où il cherchait à maîtriser la force. Et donc elle est exactement dans le même parcours. Encore une fois, où est la nouveauté? C'est juste dans le personnage, c'est un nouveau personnage, mais qui fait presque le même parcours que Luke Skywalker à son époque. Ouais, c'est une répétition. Et sauf que c'est une femme. Donc on suit son parcours initiatique, essayer de comprendre comment fonctionne la force, s'entraîner. Et petit à petit, donc elle est confrontée aussi au côté obscur. Ouais. Et après, elle va essayer de faire ses choix. Dis-moi, Delta 2, tu m'as jamais dit, mais comment t'es rentré dans la résistance déjà? C'est compliqué. J'étais sur la planète Garona 47. Un vaisseau impérial est arrivé. Il a capturé toute ma famille et il les a massacrés. Depuis ce jour, j'ai juré de rejoindre la résistance et de me convertir à la force. J'ai commencé les entraînements avec un maître Jedi. C'est pas mal. Ah ouais? Bon, vous jugerez par vous-même en voyant le film. Je pense qu'on va conclure là la partie no spoil. Parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire sur le film. Et là, on est frustré parce qu'on est obligé de se limiter. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, voilà. Sinon, Pour conclure la partie no spoil, je pense que c'est un film... vous pouvez aller le voir. Moi, je vais pas vous dire de pas aller le voir. Je pense que pour se tenir au courant de ce qui se passe dans l'univers Star Wars, allez le voir. Faites-vous votre avis. Je pense que vous passerez un bon moment quand même. Oui. C'est un joli spectacle. Ça reste un bon divertissement. Ouais. Prévoyez quand même 2h30 devant vous, quoi. Et puis après, chacun se fait son avis. Donc voilà. Et en espérant qu'à chaque fois, le prochain épisode soit encore mieux. Et oui, Thierry, j'espère qu'il y en aura encore plus la prochaine fois. Thierry, il y a eu beaucoup d'actions aujourd'hui. J'espère que demain, il y en aura plus. Nous entrons dans la partie spoil. Spoil, Mathieu. On va pouvoir se lâcher. On parlait des incohérences scénaristiques. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as remarqué qui t'a choqué un peu dans le scénario? Je crois celle qui m'a le plus choqué, c'est à la fin. Quand Luke meurt, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. On n'est pas sûr qu'il soit mort. Ouais. On sait pas pourquoi. C'est un peu gênant. J'ai même vu des interviews de Mark Hamill sur internet où il disait qu'il était pas très content. Que même lui il comprend pas. Même à la lecture du scénario, il avait dit au réalisateur ok pour tous les autres personnages, mais pour mon personnage, j'ai pas compris. Pourquoi Pourquoi vous le faites mourir Donc en fait, on arrive à la fin du film. Donc il y a quand même une partie, il y a quand même la chute finale, enfin l'apogée, le climax du film, où il y a un affrontement final. Donc ça aurait pu, c'était bien enclenché, c'était bien parti. Il y avait un affrontement final entre lui et Kylo Ren. Alors il y a un petit retournement de situation, une petite surprise au niveau du scénario, qui est assez rigolote. Ça c'est bien fait, je trouve. Ouais. Mais du coup ça coupe l'ampleur du personnage de Luke Skywalker, parce que ça aurait pu faire une bataille finale qui était vraiment super et tout, une bataille épique quoi, style Dragon Ball Z. Quitte à mourir, qui se pointe. Hein. Ouais voilà. Là on se retrouve à la fin du film avec un Luke Skywalker qui est assis sur un caillou, qui est en tailleur avec sa cape, et pouf, il disparaît, tour de magie. C'est, comme dirait le joueur du grenier, c'est tour de magie, ferme ta gueule. Dédicace au joueur du grenier si tu regardes. Et donc en fait, Luke Skywalker disparaît comme une merde en fait. Il y a sa cape qui disparaît, qui s'effondre de dos. Et c'est tout, on en reste là. Eh vous, halte là. Déclinez votre identité. Je ne suis pas là, vous n'avez rien vu. Vous n'êtes pas là, je n'ai rien vu.
Allez vous faire en... Je vais me faire en cul. Je peux y aller. C'est bon, vous pouvez y aller maintenant. Allez, dégagez là. Mais bon, les Jedi apparemment disparaissent comme ça. c'est dans la tradition. On a Obi-Wan, on a Luke. Obi-Wan s'était pris un coup de sabre et pouf, tout d'un coup disparu dans sa cape. Ouais. Et avec la cape qui était tombée. Yoda était mort dans son vomi, dans son lit. Super. Voilà. Et les autres, je sais plus, c'était qui, Qui-Gon Jinn. Ouais, un truc comme ça. Ouais, il est mort lui aussi. Ouais, il est mort. Ouais. Mais il avait été tué par Anakin, non, je sais plus. Non, Anakin, il était pas encore... Alors, je sais plus comment il est mort, le Qui-Gon Jinn. Il revient en tant que fantôme géant, en mode Simba dans le Roi Lion, Ouais, tu vois. donc il est bien mort. Ouais, et il apparaît à Obi-Wan comme ça, mais comment il est mort, non. Mais encore une fois, c'est bizarre parce que du coup, il y a un moment aussi, enfin c'est une incohérence, c'est en contradiction avec autre chose, puisque on sait que Leia a la force en elle, et à un moment donné dans le film, donc le vaisseau amiral des forces rebelles est attaqué par les vaisseaux, les chasseurs du Premier Ordre, et le cockpit de commandement avec tous les officiers du vaisseau rebelle est la cible de ces chasseurs, et donc les chasseurs tirent dessus et font exploser carrément le cockpit. Tous les officiers sont morts et sont dispersés dans l'espace. Donc la princesse Leia est dispersée aussi en 1000 morceaux dans l'espace. Pas en 1000 morceaux. Sauf qu'elle elle reste en un morceau. Mais elle est gelée parce que normalement il fait froid dans l'espace. Elle a les yeux fermés et tout, et elle est immobile et elle flotte dans l'espace. Voilà. Et tout d'un coup, comme par magie, encore une fois, tour de magie, ferme ta gueule. Les doigts bougent et elle recommence à ouvrir ses yeux. Et elle revit. Voilà, donc en fait, même quand t'as la force, même quand t'es mort, tu revis, tu ressuscites. C'est ça. Et en fait, en nageant comme ça dans l'espace, elle se redirige vers le vaisseau amiral dans la partie cockpit qui était encore éventrée, quoi. Et pour taper à la porte au hublot pour que les types à l'intérieur lui ouvrent. S'il vous plaît. C'est quand même... j'ai jamais vu ça dans Star Wars. Oh, c'était quoi ça? Eh les gars, j'ai vu Princesse Leia dans l'espace. Incroyable. Attention à tous, vol à basse altitude de Princesse Leia. Essayez de ne pas la percuter. Et en plus, quand ils attaquent le vaisseau, c'est toi qui as remarqué ça, ils ont un bouclier tout le long du combat. Ouais. Et là, quand ils attaquent, bah non. Alors ça, normalement, ils le disent à un moment donné, je crois qu'ils ont activé le bouclier à l'arrière et ils ont concentré tous les boucliers magnétiques sur l'arrière du vaisseau. Oui, mais quand le gros vaisseau des rebelles, ils foncent sur celui de Snoke, il n'y a pas de bouclier sur celui de Snoke non plus. Non, effectivement. Alors alors c'était une chose qu'on avait dit, c'était pourquoi... Encore une fois, pourquoi? Beaucoup de pourquoi. Pourquoi les vaisseaux rebelles ont des boucliers magnétiques pour se protéger des tirs laser? Et pourquoi les vaisseaux, dans ces conditions, pourquoi les vaisseaux du Premier Ordre, qui eux sont attaqués dans tous les sens par les X-Wing et des vaisseaux rebelles, pourquoi eux, ces vaisseaux du Premier Ordre, n'ont pas aussi de boucliers magnétiques pour se défendre? Ils sont obligés à chaque fois d'envoyer leurs croiseurs taille, leurs croiseurs impériaux, tout ça, pour faire du corps à corps quasiment, pour faire lutter contre les croiseurs, les chasseurs rebelles, qui eux arrivent à s'approcher hyper près des croiseurs pour détruire les tourelles une à une, alors que s'il y avait un bouclier magnétique, ils pourraient pas passer. Donc tour de magie. Ouais, c'est très bizarre. Dès le début du film, en fait, on rentre dans cette histoire de vaisseaux rebelles qui sont là direct pour attaquer. Ils tentent une attaque surprise sur la flotte du Premier Ordre pour essayer de détruire, je sais plus exactement, cette partie-là, j'ai pas bien capté. Il y a un truc à détruire en fait sur sur le vaisseau impérial. C'est un gros vaisseau, c'est un espèce de tank quoi. Et du coup ils ont pas souvent l'occasion de le détruire. Et là ils l'ont, du coup ils tentent. D'accord. Bah du coup voilà, cette partie-là, cette première partie, on rentre très vite dans le vif du sujet et
pour moi, c'est un peu confus. C'est compliqué à comprendre le début du film. Voilà, il y a plein de choses qui font diversion et ce qui fait que bah voilà, ça oblige les gens à se plonger dans l'action et on n'a pas le temps de comprendre. C'est bouffer ça dans vos gueules, et voilà, et fermez-la. Tour de magie et ferme ta gueule. Voilà. Regarde, t'en as un derrière toi. R2, désactive-moi le... Putain, c'est incroyable, là. J'ai toujours ce ventilo dans la gueule, putain. Comment veux-tu que j'arrive à toucher une tête d'épingle dans un corridor de 10 km? C'est incroyable. Putain, faut tout faire ici. Il y a trop de tourelles. C'est chaud pour arriver à passer. 2 secondes, les gars, on fait une pause. Je garde le X-Wing 5 minutes. Je vais chercher des clopes. Allez, concentrez sur la mission, là. Encore quelques mètres, on y est presque, il faut y croire. Oh, j'ai le voile noir. Ah, ça va mieux. Autre chose que j'ai noté, c'est, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est la patte Disney. Ouais. Que je pense qu'on ressent, c'est qu'à un moment donné, ils ont voulu faire des petites touches d'humour, comme au début avec le général Hux et Hux, sur son nom. Alors c'est un peu, c'est un peu trop décalé, enfin c'est un peu bébête quoi. Ouais. Et enfin c'est un peu trop gros quoi. Enfin dans la réalité, ça se passerait pas comme ça. Enfin le type, il se ferait, il y a le pilote qui est dans le chasseur X-Wing qui est en stationnaire devant le croiseur impérial et qui fait des blagounettes à la radio avec le général Hux. Dans la réalité, le type, il se serait fait dégommer déjà avant de faire ses blagues. Non mais tout ça, on nous explique que c'est pour faire gagner du temps, pour désactiver, je sais pas, un champ protecteur ou je sais pas quoi, et pour donner le temps aux autres vaisseaux rebelles d'arriver. Après, il y a d'autres petites touches d'humour, je sais plus sur quoi. Enfin, à la fin, des petites répliques. L'hologramme de Luke qui parle avec Leia. Ouais. Il lui dit ouais, j'ai changé de coupe. Ouais, voilà. Enfin, des trucs, ça n'a rien à faire là, quoi. Hux, le général Hux, on peut dire qu'il en prend plein la gueule pendant tout le film. Jusqu'à la fin. Au début, il se fait soulever, il se fait balancer contre les parois par Snoke. Et après, il se fait taper par Kylo Ren. Il se fait engueuler, il se fait tout. Et pourtant, il est au gradé. Ouais. Comment il arrive vivant jusque-là? Enfin voilà, c'est des petites notes d'humour. Enfin pour moi, ça avait pas besoin d'être là. Enfin, c'est un peu trop gros, c'est un peu trop lourdeau. Et c'est là qu'on voit que on a voulu faire du Disney et ça me dérange quoi. Encore un problème au niveau du scénario, c'est quand Finn et sa collègue asiatique, la rebelle, sont envoyés sur une planète casino ou je sais pas quoi, une planète de riches, pour trouver un décrypteur pour décrypter le traceur qui permet au croiseur impérial de suivre automatiquement les vaisseaux rebelles, même en hyperlumière, en voyage hyperlumière. Donc pour décrypter, pour déconnecter ce traceur et pour permettre aux rebelles de partir en sécurité dans l'espace et de se cacher vis-à-vis du premier ordre, il faut arriver à trouver un décrypteur, un hacker chevronné, le meilleur de l'espace, sauf que ce type-là, il est sur la planète Casino, donc il faut arriver à le trouver. Il y a un jeu de piste. Pour le reconnaître, il a une fleur, une broche en forme de fleur sur sa tenue, sauf que en fait, ils vont le trouver, mais ils vont pas réussir à le faire venir avec eux, donc ils vont rencontrer un autre décrypteur, un autre hacker dans une cellule. Tour de magie. Tour de magie, ouais, finalement, il est aussi bon que l'autre pour décrypter. Enfin, c'est assez bizarre. Bon, petite chose intéressante, petit élément intéressant, c'est qu'il se trouve que c'est Benicio del Toro, donc ça aurait pu être bien, parce que c'est quand même un acteur qui a beaucoup de charisme. Sur les tout premiers plans, quand on le voit dans le film, j'ai pensé que c'était Brad Pitt au début, parce qu'il a un peu le même profil, et on le voyait un peu de loin, dans l'ombre et tout. Enfin, profil de 3/4, on dirait Brad Pitt, c'est un peu comme moi. Si tu me regardes de ce 3/4 là,
On dirait Tom Cruise. Autant dans des films comme Sicario ou d'autres films, il est super, enfin, il incarne vraiment le rôle. Mais là, enfin, je trouve qu'il est un peu à contre-emploi, ou alors il est mal exploité. Et puis en plus, à la fin, quand on découvre le poteau rose, quand ils ont réussi à aller sur le croiseur du premier ordre, il a réussi à désactiver le traceur, et puis c'est là qu'en fait le rideau tombe, et il avoue qu'il avait été acheté par les forces impériales, etc., qu'il les a trahis, tout ça. Donc ce personnage-là, en fait, finalement, est sans intérêt, enfin, ça tombe à l'eau, quoi. Pourquoi ? Comment les forces impériales étaient au courant Ouais. Il y a un petit truc qui manque, quoi. Ça fait ça, en fait, t'as l'impression que t'as les engrenages qui prennent pas, il y a un grain de sable dans les engrenages, quoi. Ils ont enlevé toutes les scènes qu'il fallait. Et du coup, Finn et la fille qui était avec lui dans le croiseur se retrouvent capturés par les Stormtroopers. Donc on les retrouve dans un niveau embarcadère avec des milliers de Stormtroopers qui sont garde à vous, avec Phasma qui arrive, tout ça. Ils sont attachés, ils sont ligotés, ils sont prêts à être torturés et tout. Tout d'un coup, on a le vaisseau rebelle amiral qui revient en mode suicidaire, en mode vitesse lumière, et qui vient couper carrément, qui vient transpercer le vaisseau amiral du premier ordre. Très joli plan. Ah oui, alors là pour le coup c'est magnifique, parce que du coup ils ont eu une très bonne idée, je sais pas si c'est une fulgurance ou un trait de génie, mais ils ont eu l'excellente idée de couper le son, ce qui fait que ça accentue encore plus, ça démultiplie l'effet impressionnant, l'effet d'ampleur de cette explosion galactique, enfin du vaisseau impérial qui coupait en deux, et les autres vaisseaux aussi derrière. On a l'impression un peu comme si on était dans un trou noir ou des trucs comme ça. On a un peu la même impression, quoi, le même effet. Et c'est très réussi, c'est magnifique, il y a un très bel effet de lumière. Pourquoi avoir décidé de sacrifier la fille qui est la générale en chef, l'amiral rebelle, l'avoir laissée dans le vaisseau ? Puisqu'il savait que c'était tout à fait possible d'envoyer le vaisseau en vitesse lumière sur le croiseur pour le détruire, pourquoi ne l'avoir pas mis en mode automatique ou alors avec des robots dans le vaisseau amiral et le diriger en mode suicidaire sur le vaisseau croiseur Pourquoi n'avoir pas fait ça sans avoir besoin de sacrifier quelqu'un ? Donc, ou alors il suffisait d'utiliser quelques chasseurs X-Wing en mode automatique aussi, les envoyer en vitesse lumière à travers le croiseur. Si on savait que ça faisait un effet de coupe comme ça sur les vaisseaux, bah, ça réglait le problème direct. Donc encore une fois, une petite incohérence du scénario qui fait que on passe par beaucoup de détours tout au long du scénario, et puis à la fin par une pirouette, tour de magie, on va faire ça. Bon, c'est un peu bizarre. Il devait être plusieurs réalisateurs, plusieurs scénaristes. Ah, j'ai une idée. Ouais, on va faire ça. Mais du coup, ça veut dire que tour de magie, ferme ta à l'époque de Luke Skywalker et de Han Solo et d'Obi-Wan Kenobi, ils pouvaient le faire aussi. Donc quand il fallait détruire l'étoile de la mort, il suffisait d'envoyer un vaisseau amiral. Ils avaient un super blindage galactique. T'imagines tous les morts qu'on aurait pu éviter. Le vaisseau amiral coupe en deux le croiseur interstellaire du premier ordre. Comme par hasard, pile à l'endroit du débarcadère où étaient gardés Finn et la fille avec les Stormtroopers. Et on s'en fout du vide sidéral, l'oxygène, l'atmosphère est maintenue, c'est pas grave. Ça doit être les boucliers. Tour de magie, encore une fois, ferme ta gueule. Donc on arrive à respirer, puis je m'en fous, c'est pour la mise en scène, le spectacle. C'est joli. Et les gens sont contents. Tout le monde est par terre, il y a des flammes, il y a des débris qui tombent de partout, etc. Et donc Finn et la fille arrivent quand même à se relever, et autour d'eux, on voit des Stormtroopers qui sont éparpillés un peu autour, mais
on en voit que, je sais pas, 3-4 qui sont éparpillés avec des morceaux de mur et tout ça, et c'est tout. Alors qu'on avait quand même des milliers de types autour. Et là, ça fait un peu pauvre, quoi. On a l'impression d'avoir des Stormtroopers d'Emmaüs. Surtout qu'on en retrouve qu'une dizaine de vivants. Ouais. Et il y aurait eu quelque chose à faire de sympa avec Phasma, et à ce moment-là du film, elle meurt un peu vite. Mais on la voit juste disparaître. On la voit tomber dans les flammes. Donc on sait pas, peut-être qu'elle reviendra par la suite. Je trouve ça dommage parce qu'avec le casque ébréché là, elle aurait pu l'enlever du coup. Ouais, on voyait son œil et tout. Peut-être qu'elle va revenir dans le neuf. Hein. On voyait un œil bleu, c'était peut-être une blonde aux yeux bleus, vu la hauteur, enfin ça devait être un mannequin, ça aurait pu être intéressant de la montrer, je sais pas. Là Disney... On n'a pas parlé de Luke sur sa planète, sur son île. Ouais. En mode Robinson Crusoe. Donc là, le moment côté obscur, ce qui me fait dire encore une fois que ce réalisateur a voulu faire table rase du passé et envoyer balader tous les éléments du passé avec ce film-là, c'est qu'on voit Yoda avec le sourire aux lèvres quand même. Qui se fout de la gueule de Luke. Qui se fout de la gueule de Luke et qui fout le feu délibérément à tous les livres ancestraux des Jedi, de la religion de la Force et la religion des Jedi. Et donc, ça le fait rire. Ils sont entreposés dans un arbre, je sais pas, millénaire. Donc à un moment donné, Luke en a marre, il veut tout envoyer balader, il fait sa crise d'adolescence alors qu'il a 60 ans. Il veut aller mettre le feu à l'arbre parce qu'il veut tout arrêter avec la Force. Et il explique il était confronté à un dilemme. C'est lui qui a formé Ben Solo, le fils de Han Solo, qui est aujourd'hui Kylo Ren, et qu'il a entrevu en lui une force phénoménale qui était capable il a vu l'avenir et il a vu que Ben Solo était capable de tomber, de basculer vers le côté obscur et de faire encore des méfaits. Et du coup, il fallait l'arrêter. Donc, il a été confronté à ce choix où il fallait tuer Ben Solo. Enfin, peut-être tuer, on ne sait pas vraiment s'il était prêt à sauter le pas. En tout cas, Ben Solo l'a mal interprété, et c'est comme ça qu'il est devenu Kylo Ren, puisqu'il s'est braqué contre son maître. Sauf que Luke, lui, a été marqué à vie par ce dilemme, parce qu'il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout de son acte et d'arrêter Ben Solo avant de basculer vers le côté obscur. Il a du mal à accepter son erreur, pour lui c'est un échec. Et c'est un peu la morale du film. Hein. Il s'en excuse même auprès de Leia. Oui. À tirer des leçons de ses échecs, c'est les erreurs qui nous apprennent des choses dans la vie. Donc il faut arriver à avancer et à tirer profit de ces erreurs pour avancer dans la vie. Donc c'est un peu le message que Yoda va faire passer comme message à Luke, et que Luke après va faire passer à Rey. Et donc Luke, à un moment donné, trop marqué par cet échec, est prêt à foutre le feu au livre, au codex des Jedi, mais il est retenu par Yoda. Et Yoda lui dit te calmer tu dois, ne pas succomber à la force obscure, tu ne dois pas. D'un côté il retient Luke, il lui dit écoute, fous pas le feu au livre, etc. C'est les Jedi, tout ça, il faut respecter. L'échec, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la force aussi, et à un moment donné, chacun fait son choix, soit il va vers la lumière, soit il va vers le côté obscur. Et puis après, pour couronner le tout, allez, Yoda, il fout le feu à l'arbre, quoi, il fout le feu au codex, là, c'est quoi? Et là, c'est double incohérence, ouais. Parce qu'en plus, il est mort, ouais. Et ça renforce cette idée de Jedi invincible, ouais. Il maîtrise toujours la force. Ouais. Donc je suis perdu dans cet univers Star Wars. Rian Johnson a quelque part foutu la merde. Mark Hamill est choqué, il est marqué. Au niveau de son personnage, il est complètement perdu. Mais nous aussi, en tant que fans, on est perdus. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce film. Ouais, alors on voit aussi des petits personnages quand on est sur l'île de Luke. Oui. Tu sais, les petits personnages en forme de pingouin, là, je sais pas quoi, avec des grands yeux. On voit bien qu'ils ont voulu faire... c'est encore une réminiscence du personnage de Jar Jar Binks. On a voulu tenter de faire des petits personnages pour toucher les enfants, quoi. Avec des gros yeux, style manga, tout ça. Oh, c'est trop mignon!
Et puis en fait, non, ça marche pas. Enfin, on s'en fout un peu, quoi. Ouais, ça rajoute un côté humoristique Ouais, aussi. Quand, Alors on le voit dans la bande-annonce, puisqu'il est à côté de Chewbacca. Mais alors, je vous préviens, les plans de Chewbacca que vous voyez dans la bande-annonce, c'est les seuls plans qu'il y a dans le film. Hein. Et c'est d'ailleurs le gros regret que j'ai, moi, par rapport à ce film, c'est que, putain, vous avez des super personnages avec Chewbacca, R2D2, qui ont déjà un gros passé. Et un gros passif. Mais il fallait les exploiter. Enfin, en plus, Luke Skywalker, à un moment donné, il les voit. Et on voit bien que ça fait des années qu'il les a pas vus. Et on aurait pu faire une discussion entre eux pour dire, mais pour parler de Han Solo, quoi. Enfin, une discussion entre Chewbacca et... c'est ouais, mais ils se comprennent. Enfin, ouais, mais pas nous. Ils se comprennent. On pouvait les faire parler un peu d'Han Solo. Il y avait quelque chose à creuser, quoi. Ouais. Creuser ces personnages-là un peu plus, parce que là, on part dans les directions. En fait, on exploite que Luke Skywalker et que la princesse Leia dans cet épisode-là. Même R2D2, voilà. C3PO. Et ouais, même C3PO, à un moment donné, il essaye de dire quelque chose à l'amiral Leia, mais Leia, il dit ferme ta gueule. Va voir. Laisse-moi diriger les forces rebelles. Voilà, je suis voilà, je suis invincible, je suis immortel. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est moi le chef, fermez vos gueules. Je suis pas Jedi, mais pas loin. À la fin du film, tu sais, ils sont dans la base rebelle, ouais, sur la planète minérale. Donc c'est très joli, la planète minérale, tout en blanc, etc. Ça rappelle un peu la scène de l'Empire contre-attaque quand ils sont sur la planète haute. Ouais. Et on sent bien qu'ils ont voulu se raccrocher à des repères comme ça, quoi, pour... peut-être par sécurité, pour avoir une garantie que ça plaise aux fans, je sais pas. Et la bataille de fin est pas mal quand il y a les vaisseaux qui arrivent, les land speeders là, ouais, qui volent sur le sel, etc. Et pour essayer d'arrêter les forces de l'Empire qui arrivent. Donc les rebelles, ils sont plus beaucoup, ils doivent être une centaine qui ont rescapé de la bataille spatiale. Ils ont réussi à se poser dans la base, à se barricader, sauf que les forces de l'Empire arrivent. Donc les seuls soldats qui restent sont envoyés dehors dans les tranchées pour essayer de tirer et de retenir, d'empêcher de retenir un minimum les soldats de l'Empire. Sauf qu'ils se font tous décimer, ils sont tous tués. Et on se retrouve à l'intérieur, il ne reste plus qu'une dizaine de personnes avec Leia, dont le commandant de la flotte des chasseurs rebelles, qui est Poe. Et à un moment donné, ils se disent, mais peut-être qu'il y a une sortie de secours, parce que sinon on est coincé, quoi. On voit, ils savent qu'il y a les forces de l'Empire à l'extérieur qui ont apporté un super canon ionique qui est en train de faire fondre le portail pour rentrer. Une mini-étoile de la mort. Voilà. Et il y a cette question qui se pose, puisque Luke est arrivé à un moment donné en mode un peu fantomatique, on ne sait pas vraiment. Il s'est refait entre deux passages, il s'est refait une teinture au niveau de la barbe. Donc ça m'a un peu choqué. Il a fait un détour chez le coiffeur. Voilà. Il a pris 20 ans, il a rajeuni de 20 ans en quelques minutes. Et on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas comment il est arrivé. Donc du coup, ils se disent, mais peut-être qu'il y a une autre sortie cachée à un moment donné. Donc ils suivent des animaux locaux dans les grottes. Donc le commandant dit, tiens, on va les suivre, on va essayer de trouver, il y a forcément une sortie au fond de la grotte. Et là, ils se retournent tous vers Leia pour lui demander, qu'est-ce qu'on fait, Et l'autre, elle leur dit, écoutez-le, suivez-le, enfin, c'est pas moi, je suis pas le chef, quoi. Et, enfin, j'ai trouvé ce moment un peu nul. Coup de bol, il y avait une sortie, parce que du coup il n'est pas vraiment rentré. Ouais, la sortie, la solution de la sortie de secours, c'est un peu téléguidé, quoi. Ouais. Et puis en plus, on sait qu'à la fin, avec le retournement de situation, qu'en fait Luke n'était pas là, n'était pas rentré par une entrée de secours, il était rentré, il était là en mode holographique, quoi. Donc il était là par la pensée, par le mode voyage astral. Mais ça, tu peux pas comprendre, parce que moi j'ai fait cette formation-là. Donc... bon, ils arrivent à sortir de la grotte. Luke, il y a un combat final, sauf que c'est pas vraiment un combat final. Il n'y a pas vraiment de cliffhanger, en fait, on va dire, entre guillemets. Donc on sait pas vraiment... on n'est pas vraiment tenu en haleine, parce qu'on se dit, bon, bah voilà, l'épisode suivant, on sait que
les rebelles, bon, on va les suivre, ils vont être encore sur une autre planète en train de lutter contre les Stormtroopers, donc voilà, on n'est pas maintenu en haleine à la fin de ce film. Ouais. Donc on reste sur une fin qui est très bizarre, on reste sur la mort de Luke, voilà. C'est ça qu'on retient à la fin du film, et cette impression un peu bizarre. Et il y a une autre chose, moi, qui me dérange, c'est par rapport à Kylo Ren. Une grosse déception par rapport à ce personnage, parce que moi, c'est la première fois que je le vois. J'avais pas vu l'épisode 7. Mais par contre, j'avais vu des extraits, et donc je me doutais que c'était quelqu'un d'assez lunatique, et qui partait dans des colères noires et tout ça, et qui donnait la peur auprès des autres, parce que il était capable de partir dans des colères comme ça, et éventuellement de tuer des gens parce qu'il était en colère. Et là, ben, effectivement, des fois, il est en colère, il gueule, tout ça. Enfin, on dirait vraiment un ado, quoi. Il gueule parce qu'il n'est pas content. Ou alors, il claque l'autre, le Hux, ou je sais même pas s'il le claque. Mais il lui gueule après. Il étrangle par la force. Et moi, je suis déçu, parce qu'en fait, je voudrais... mais putain, on a un truc... On explore cette piste-là du personnage, il faut aller au bout du truc. Donc à ce moment-là, mais putain, s'il s'énerve, bah, qu'il fasse exploser un vaisseau, je sais pas moi, ou qu'on aille au bout, quoi. Ouais, mais après tu comprends, les héros ils sont plus là. Ouais. Ce serait marrant qu'ils fassent une version où l'Empire gagne. Ouais. Et bon voilà, du coup, moi je suis frustré par rapport à ce personnage, parce que j'ai l'impression qu'il est pas assez, encore une fois, il est pas assez exploité. Comme Dark Vador. Dark Vador donnait vraiment cette impression, suscitait vraiment cette impression de peur, de respect. On avait peur du personnage, quoi. Quand il arrivait dans la pièce, les mecs ils s'arrêtaient, ou enfin tout le monde était paralysé parce qu'il savait qu'il pouvait crever, il était capable de les tuer. Là, non, enfin, on a l'impression vraiment d'un adolescent qui pique des crises. Il est juste capable de casser un casque. Bon, après, bon, il y a un combat quand ils sont dans la salle du trône de Snoke. Donc le combat est intéressant, il est bien fait là, avec les gardes rouges là. Mais encore une fois, petite incohérence avec Rey qui se bat de manière incroyable comme Jedi, alors qu'elle a dû, comme on a dit au niveau du déroulement du film, il a dû se passer une journée à tout casser. Donc au niveau entraînement, elle s'est pas beaucoup entraînée, hein. Mais elle a tout saisi de la force. Ouais. Déjà, dans le set, elle la découvre comme par magie. Ouais. Elle a la force en elle. C'est une Jedi née. Et là, elle manie très bien le sabre. Enfin, elle le manie aussi bien que Kylo Ren, même voire mieux. À un moment donné, ils sont en opposition et ils se battent pour celui qui aura le sabre laser. Et elle arrive à lui tenir tête. Et elle arrive à faire une scission du sabre laser, quoi. Le sabre laser est coupé en deux, ça crée une explosion, et à ce moment-là, elle disparaît. Et c'est comme ça qu'elle s'échappe du croiseur. Mais voilà, c'est très, très particulier. Et c'est ce moment-là de combat là, dans la salle avec Snoke, et un peu... ça m'a gêné un peu, ça m'a dérangé, ce côté... je sais déjà tout faire, quoi. Bon alors, Snoke est coupé en deux. Il est capable de lire dans les esprits, de créer un lien psychique de la force entre Rey et Kylo Ren. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, parce que c'est un peu perturbant. Des fois, on les voit se parler alors qu'ils sont à des années-lumière. Je pense que c'est fait exprès. Ouais. Mais... Et c'est la première fois qu'on le voit dans les films Star Wars. Mais c'est plutôt bien fait, je trouve. Ouais. Mais pour moi, c'est un peu perturbant. C'est perturbant, ouais. Parce que, encore une fois, je me dis pourquoi ils l'ont pas fait dans les films précédents. Et du coup, ça aurait pu... t'imagines si Luke Skywalker était capable de parler avec Dark Vador à distance, ça aurait pu... pourquoi ne pas imaginer une négociation pour essayer d'éviter une bataille? Enfin voilà, des trucs... Il n'y a plus d'intérêt. Ouais. Donc voilà, bon, il y a une relation psychique qui est entretenue, un peu style... un peu comme le film de vampire, là, je sais plus comment ça s'appelle. Twilight ? Ouais, un peu mode romance. On sait pas vraiment s'ils tombent amoureux l'un de l'autre, je sais pas. C'est très, très bizarre aussi. Non, je t'aime, je t'apprécie, mais je ne t'aime pas, tu es du côté obscur, et moi je suis de la force. Il faut rester... Et je suis prêt, je suis capable de te faire revenir du côté de la force. Donc essaye s'il te plaît. Voilà.
Donc voilà, touche mes doigts. Enfin, donc Snoke est capable d'établir ce lien psychique entre deux. Il est capable de lire dans les pensées, de savoir, de deviner exactement quand Kylo Ren lui tient tête ou pas, qu'est-ce qu'il a en tête. Et à un moment donné, il est incapable de prédire que Kylo Ren, avec sa main cachée dans le dos, va tourner le sabre laser qui est sur le bras de son fauteuil à Snoke. Il va le tourner de 90 degrés, l'allumer, et le temps d'un éclair d'un sabre laser, le type est coupé en deux. La séquence est bien trouvée. Pour moi, ça aurait marché si Snoke n'était pas capable de lire dans l'esprit, parce que ça c'était un peu le côté magique, encore une fois, un peu la facilité du scénario. Ça aurait fonctionné s'il n'était pas capable de lire dans les pensées des gens. Et là, du coup, c'est cohérent. Mais le fait d'établir ce lien psychique, tout ça pour les besoins du scénario, de lire dans les esprits des gens, du coup, ça tue un peu cet effet-là, quoi. Parce que moi, j'aimais bien cet effet cette astuce du sabre laser, là. C'était bien trouvé, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de scènes qui ont été coupées au montage. Parce que plusieurs fois, on voit Rey dans un vaisseau, dans le Faucon Millennium, tout ça, mais on sait pas quand est-ce qu'elle est montée dedans, pourquoi, à quel moment. Plusieurs fois, on le retrouve dans un vaisseau, on sait pas pourquoi, on le retrouve sur une autre planète. Il y a vraiment beaucoup de scènes, je pense, qui manquent. Soit qui ont été coupées, soit qui n'ont pas été tournées. Mais... La fille qui était avec Finn sur la planète Casino, la fille asiatique, s'appelle Rose. Et par rapport au nom des personnages aussi, je voulais dire je tenais à dire une chose. C'est encore une fois, ça montre bien la volonté dans cette nouvelle saga de tirer un trait sur les choses passées. C'est-à-dire qu'avant, dans la première trilogie, on avait des personnages qui étaient vraiment travaillés, avec des noms particuliers, des noms travaillés. Luke Skywalker, Han Solo, Dark Vador, qui c'est qu'on avait d'autres, Chewbacca, etc. Enfin, voilà, Obi-Wan Kenobi. Là, c'est des noms, c'est Finn, Poe, Rey. Kylo Ren. Oui, il n'y a que lui qui, à la rigueur, Ben Solo, on est obligé parce que c'est le fils de Han Solo. Ouais. Mais voilà, on a que des noms, l'amiral Holdo, voilà. Donc c'est très basique. Enfin, t'as l'impression d'un peu du vite fait, quoi, du fait à la va-vite, juste faire des films pour reprendre la franchise, quoi. Ce qui donne un petit arrière-goût dans la bouche. On parlait de l'aspect lumière, etc. Donc peut-être que le réalisateur effectivement a voulu faire passer ce message, essayer de faire comprendre que son personnage Rey faisait ce voyage initiatique, passer du côté obscur à la lumière avec la force. Donc on voit bien qu'elle fait ce choix de rester du côté de la force, du côté lumineux. Donc il y a ce message-là. Il y a aussi le message de l'échec. L'échec fait partie de la force, fait partie de la vie. Ça permet d'avancer, de tirer des leçons de ses erreurs, d'accord, on a compris. Et il y a autre chose aussi, c'est-à-dire qu'il y a des petites choses qui m'ont mis la puce à l'oreille et qui m'ont fait me poser des questions. Enfin, c'est des petits trucs qui te font dire « Tiens, ah ouais, c'est marrant, tiens, j'y avais pas pensé. » Et après coup, tu te dis « Ouais, d'accord. » Et pourquoi ça s'appelle le Premier Ordre ? Pourquoi on a des résistants, des rebelles ? Ça, pour moi, ça me fait penser ça fait tout de suite la métaphore avec la société d'aujourd'hui. On nous parle de nouvel ordre mondial. Les gens de la société, la société civile, les gens de la vie de tous les jours. On est quelque part en résistance contre le système. On est tout le temps en train de critiquer le nouvel ordre mondial, le capitalisme grandissant qui essaye de nous imposer toujours des nouvelles règles, qui veut toujours nous imposer toujours plus de consommation, nous spolier de nos biens, etc. Et ben, j'ai l'impression que encore une fois, ce film-là, c'est un peu... c'est une critique symbolique de tout notre système, de toute notre société dans laquelle on vit. On retrouve ce nouvel ordre mondial qui est là avec l'empereur, etc., avec Snoke, et les légions de soldats qui sont au garde à vous et qui suivent à la lettre près les ordres qui sont donnés plus haut. On veut imposer un nouvel ordre, un nouvel empire aux gens. Et en face de ça, il y a quelques rebelles, quelques résistants qui ont la force, le courage de se lever pour s'opposer
aux forces, à l'Empire qui est en mouvement, quoi, qui est là pour prendre le pas sur toute la galaxie. Premier ordre, nouvel ordre mondial, c'est assez marrant pourquoi ils l'ont appelé premier ordre. Il y a des fois, c'est à se poser la question, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est en lien avec le nouvel ordre mondial, je sais pas. Pour faire passer un message subliminal, j'en sais rien. Ça, c'est mon côté un peu conspirationniste. C'est très probable qu'ils essaient de pas parodier, mais... C'est dur à dire comme mot, ça. Conspirationné ? Non, le contexte, mais avec Alizé à la fin. Contextualiser. Voilà, contextualiser notre société d'aujourd'hui, mais avec l'univers Star Wars. Ouais. Parce que la planète où est Luke, ça faisait très planète Terre. Ouais. J'ai trouvé pas... Ouais, c'est vrai. Pas vraiment planète extraterrestre ou quelque chose comme ça, c'était vraiment des îles comme on pourrait en trouver sur Terre. Et... Ouais. Je l'ai, je vais me faire Kylo Ren. Je l'ai. Va mourir en enfer. Ouais. On va pas lâcher les commandes. À préciser, le film a été tourné dans les studios à Los Angeles, a été tourné en Irlande, en Islande, je pense pour la partie de la planète minérale. Ouais. En Croatie aussi dans les studios. Et pour la partie effets spéciaux, pour la majorité c'est ILM, il y a d'autres petits studios d'effets visuels que j'ai vus aussi, que j'ai repérés. Il y a eu un petit peu de sous-traitance en Inde, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu avec certains noms. Mais bon, je pense que c'est monnaie courante maintenant sur les blockbusters. On peut pas l'empêcher, hein. C'est l'industrie Disney, c'est le poids lourd, la machine Disney qui est en route et qui a programmé tous ces films-là. Donc il va y en avoir d'autres qui vont arriver prochainement. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, J.J. Abrams, normalement c'est un bon réalisateur. Donc on va voir... il va avoir forte partie pour redresser la barre et arriver à réparer les pots cassés pour arriver juste après ce film-là, quoi. Le défi va être élevé pour conclure cette saga de manière importante, vraiment magistrale, marquer les esprits, quoi. Et comme je t'ai dit, dans 10 ans, il y aura encore une nouvelle saga avec de nouveaux personnages et Star Wars ne sera pas terminé. Et moi, je serai là, Papy Day of the Geek, avec Maître Yoda. On sera là pour vous dire, vous voyez, on avait raison. En tous les cas, les livres ancestraux des Jedi sont brûlés. Donc faites-vous à cette idée. C'est terminé, les Jedi. Il n'y a plus. Ah, peut-être très. Voilà. Luke Skywalker aussi, c'est terminé. Donc... comme le nouvel ordre mondial, ils sont en train de nous détruire tous nos repères. Et ça, c'est pas top, c'est pas cool. Ne nous enlevez pas Chewbacca, s'il vous plaît. Essayez de le maintenir, c'est un des derniers personnages qui reste pour le prochain épisode, l'épisode 9. Donc essayez de faire un petit peu d'aventure avec Chewbacca un minimum, quoi. Essayez de le garder en vie. De toute façon, avec Leia, j'ai plus d'espoir. Ah si, on parlait de Chewbacca tout à l'heure. Je sais pas si tu es au courant de ça, mais George Lucas avait commis un film juste après Star Wars 1, dans les années 70, pour vous rebondir sur le succès du premier film. Il avait fait un film dans la foulée, ils ont fait ça, ils se sont lâchés complètement. C'était un petit peu du délire, j'ai l'impression, et je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelait l'anniversaire de Chewbacca. Et donc ils ont fait ce film-là, et quelques mois après la sortie, ils ont tout racheté, ils se sont débrouillés pour récupérer toutes les copies qui circulaient, pour ne plus que ce soit en circulation, et pour vraiment
baliser toute la com sur ce film-là et le faire disparaître définitivement parce que c'était une erreur. On peut arriver à retrouver certaines images, si je les retrouve, je les mettrai dans la vidéo, je mettrai quelques extraits. Donc dans ce film-là, on voit Han Solo et Chewbacca qui sont dans le Faucon Millenium et qui sont en route pour retrouver la famille de Chewbacca sur une planète, qui les attendent pour fêter l'anniversaire de Chewbacca. Ne t'inquiète pas, on pourra célébrer l'anniversaire et presque à l'heure. Donc on voit, c'est filmé en mode série télé quasiment. Et donc on voit la famille de Chewbacca sur la planète qui sont dans une maison et la maman de Chewbacca qui est en train de préparer le gâteau. Il a son petit frère qui est en train de jouer à la console ou je sais pas quoi, qui est en train de regarder la télé. Il y a le père de Chewbacca qui est en train de lire le journal et regarder la télé. Et ils se parlent entre eux. Pendant 10 minutes, ils sont en train de se parler entre eux. Sans sous-titrage, donc tu comprends rien. Donc ça fait un peu mongol, quoi. Et il y a des trucs, c'est très perturbant, t'as l'impression que c'est un film qui est fait sous acide. Et à un moment donné, il y a les forces de l'Empire qui arrivent, les Stormtroopers qui arrivent dans la maison parce qu'ils ont réussi à... Ils ont eu une piste comme quoi Chewbacca venait, donc ils arrivent avant pour essayer de le capturer, pour lui tendre un piège. Et en fait, ils arrivent, ils tombent nez à nez avec la famille et tout, et donc ils interrogent la famille de Chewbacca. Les types, ils sont immobiles, ils parlent au père de Chewbacca qui leur répond et puis il se passe rien. Et puis il y a le petit frère qui dit on n'a rien vu, enfin en langage de Chewbacca, et puis il repart dans sa chambre et les Stormtroopers le laissent passer, et il repart jouer à la console et il regarde un programme où il y a un type déjanté qui fait des trucs un peu bizarres à la télé. On voit à un moment donné un commandeur de croiseur impérial qui est dans une boutique d'un revendeur et qui inspecte un sachet plastique et il se demande ce que c'est, donc il demande au vendeur ce que c'est. Regardez, c'est un minuscule aquarium et il ne nécessite que très peu d'eau. Je déteste ce liquide. Enfin, c'est un film vraiment space, quoi. Quand tu vois ça, ça te casse tout l'univers Star Wars, quoi. La review Star Wars épisode 8 touche à sa fin, les petits amis. C'était les derniers Jedi. The Last les jeudis en anglais. Non, j'en ai marre. Je me casse. Vitesse lumière. Un grand merci à toi, Mathieu, pour avoir participé à cette petite review. C'était très sympa, on a pu en discuter. Et c'est sympa d'avoir cet échange, et voilà, plutôt que d'être tout seul tout le temps, voilà, comme un type dans son placard. Vous retrouverez la fameuse illustration qui a été faite pour l'occasion sur le thème de Star Wars. Vous la retrouverez sur le site Sandaway. Je vais lancer une petite enchère, toujours pour financer mon projet BD Hades. Vous êtes libre de faire des propositions pour faire monter les enchères, etc. Je vais afficher le lien du site Sandaway sur la vidéo juste en dessous. On vous souhaite de bonnes fêtes. Là, en ce moment, au moment même où on est en train d'enregistrer cette vidéo, Noël c'est dans 2 jours. 3 jours. On vous souhaite un joyeux Noël et en espérant qu'il y ait encore plein de nouvelles vidéos. On se donne peut-être rendez-vous pour une prochaine vidéo pour le prochain Star Wars, Mathieu. Ouais. Et on espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous plaît, et à partager la vidéo, voilà. Ça nous aide à faire grandir la chaîne. Ça me motivera pour faire encore d'autres vidéos. Voilà, c'est toujours encourageant. Vive la science-fiction, vive le fantastique. Allez voir des films en salle, allez au cinéma. Vous pouvez aller voir Star Wars épisode 8, allez, ça ira, vous inquiétez pas, c'est pas le navet de l'année, hein, on a vu pire. Allez. À la prochaine, bye bye, salut. Les gars, là, je crois que j'ai vu l'amiral Leia dans l'espace. Elle flottait bizarrement.